Tout le monde utilise la monnaie, de l'argent tous les jours, tout le temps. Et donc l'argent, tout le monde connaît, évidemment, mais en fait, c'est pas sûr que tout le monde connaisse bien qu'est-ce que c'est finalement que l'argent, comment ça marche. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo d'une demi-heure environ. Une monnaie, d'abord, ce qu'il faut connaître, c'est que cette monnaie est nécessairement une monnaie d'une nation. Une monnaie, correspond à une nation. Une nation a une monnaie. Ce sont des relations biunivoques qui existent entre ces deux concepts. Une nation n'existe pleinement qu'à partir du moment où elle a une monnaie. Et une monnaie, c'est la monnaie d'une nation et rien d'autre. Et il y a un autre principe qui est absolument important également et qu'il faut prendre en considération. Et il a été édicté par ce que l'on appelle les Reaganomics, c'est-à-dire tous les économistes américains libéraux qui étaient derrière Ronald Reagan et qui ont relancé l'Amérique dans les années 80. Et pour eux, l'argent sain est le premier pilier des Reaganomics. Donc l'argent sain, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent qui n'a pas dépassé les limites, c'est de l'argent qui est sain, effectivement, c'est-à-dire qui correspond donc à ce que à la création de valeur, c'est ce que l'on va voir maintenant. Et cet argent sain existe depuis plusieurs millénaires, environ 5000 ans, du côté de la Mésopotamie ou de l'Égypte ancienne, antique, des pharaons, on ne sait pas tellement bien. C'est-à-dire à partir du moment où les hommes ont compris que pour vivre mieux, ne plus être victimes de faillite, il fallait se regrouper. Donc ils se sont regroupés dans une population très nombreuse et ils se sont spécialisés, ils ont travaillé, se sont spécialisés dans certaines activités et ils ont échangé ces activités entre eux. Donc il y avait des éleveurs, des agriculteurs, des boulangers, etc. etc. Donc toutes ces personnes qui travaillaient étaient spécialisées dans une activité bien précise. Et surtout, ils ont utilisé une monnaie. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que l'existence d'une monnaie permet de multiplier les échanges. Celui qui produit des fromages, comme on va le voir, ne peut pas échanger qu'avec le boulanger qui, lui, produit du pain. Donc, il faut qu'il y ait une multiplication des échanges et ça ne peut se faire que par des monnaies. Deuxième point important, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là, il y a 5000 ans environ, dans cette région. Les hommes ont eu l'intelligence d'imaginer la comptabilité en partie double, les principes tout au moins de la comptabilité en partie double. C'est quelque chose de très important parce que si tout le monde respecte ces règles comptables, tout fonctionne normalement, simplement, naturellement et spontanément, et c'est ce que l'on va voir à partir de l'exemple du paysan de Böhm-Bawerk. Böhm-Bawerk était un Autrichien, un économiste autrichien, qui est né en 1851, donc il a fait ses travaux à la fin du 19e siècle, début 20e siècle surtout, et c'est particulièrement intéressant parce qu'il a voulu faire comprendre les problèmes économiques à partir du cas simple du paysan, et c'est la raison pour laquelle on continue à parler du paysan de Böhm-Bawerk, qui est un très bon exemple qui permet de comprendre tous les fondamentaux de l'économie. Que fait ce paysan? Il s'est établi quelque part en montagne dans les Alpes. On va le situer en Suisse, on verra pourquoi tout à l'heure. Et que fait-il? Il produit du fromage. Le fromage, c'est un objet inerte. Sur le plan économique, il n'existe pas. Il n'existe qu'à partir du moment où des personnes ont acheté, en payant en unité monétaire, ce fromage. Et dans ce cas-là, il devient un produit. Donc, le paysan, en fait, crée des fromages.
Il crée une valeur, il ajoute une valeur, donc c'est une valeur ajoutée, et c'est ce que l'on appelle maintenant le PIB. Le paysan de Böhmerwerk donc travaille dans sa montagne. Que fait-il? Il descend toutes les semaines au marché vendre ses fromages et ça marche bien. Il dépense, il reçoit de l'argent le matin et il dépense immédiatement tout son argent pour pouvoir vivre. Il a besoin d'acheter des fruits, des légumes, du pain, etc. Et puis des objets pour fabriquer du fromage. Donc, à midi, en quelque sorte, il a tout terminé ses achats, il a gagné de l'argent en début de matinée, il a dépensé cet argent en fin de matinée. L'argent circule très rapidement. L'argent qui est rentré est ressorti quelques heures plus tard. Donc, à cette époque-là, les économistes s'intéressaient à la vitesse de circulation de la monnaie. La vitesse de la circulation de la monnaie, on l'a définie de la façon suivante. Maintenant, c'est le rapport entre le PIB et la masse monétaire. C'est difficile à interpréter et on préfère utiliser le rapport inverse, c'est-à-dire la masse monétaire, M3, comme on va le voir, sur le PIB en pourcentage. Là, il s'agit de concepts qui sont facilement compréhensibles et interprétables. Donc, le paysan de Böhmerwerk vend son fromage en particulier au boulanger. Pourquoi? Parce que le boulanger veut manger du fromage avec son pain et le paysan de Böhmerwerk, lui, veut manger lui aussi du fromage avec du pain du boulanger. Le boulanger, lui, vend son pain, c'est-à-dire qu'il reçoit des unités monétaires. J'utilise exprès cette expression d'unité monétaire parce que ce sont des billets et des pièces, donc pour l'essentiel ce sont des billets, qu'il dépose à sa banque le soir. Pourquoi? Parce qu'il vend beaucoup de pain, il reçoit beaucoup d'argent et même en Suisse ou dans ces régions-là, la situation était calme, il n'y avait pas trop de voleurs, mais le boulanger préfère mettre le soir son argent à l'abri à la banque qui dispose de coffres-forts et de tout un tas de systèmes de surveillance. Et sa banque, bien entendu, lui donne un reçu. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, c'est simple, tout le monde comprend, évidemment. L'argent papier, les billets que le boulanger a reçu, devient de la monnaie scripturale, puisque c'est reçu, c'est écrit, le dépôt de ces billets est écrit sur un document. Donc, ce système a très bien fonctionné pendant un certain temps, pendant plusieurs siècles, effectivement, dans ces régions-là. Le boulanger, lui, ensuite, que va-t-il faire? Il va payer son fournisseur de farine. Comment va-t-il faire? Il peut demander à la banque des billets et payer en billets le fournisseur de farine. C'est un petit peu compliqué, d'autant. Et par contre, il y a une autre solution, évidemment, qui consiste à dire à la banque, à son interlocuteur à la banque, j'ai de l'argent sur mon compte, c'est inscrit, donc cet argent existe sous forme de monnaie scripturale, veuillez le transmettre à mon fournisseur de farine. Donc c'est ce que l'on appelle maintenant un virement bancaire. Donc le fournisseur de farine, lui, que va-t-il faire? Il va recevoir cet argent sous forme scripturale, et que va-t-il faire à la fin du mois ou à la fin de la quinzaine? Il va retirer de son compte de l'argent sous forme de billets pour pouvoir payer ses salariés. Et les salariés en question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter du pain et du fromage. Donc l'argent va revenir, les billets que circulent entre les différentes personnes du village en question où se trouve le paysan de Böhmerwerk. Le paysan reçoit le matin des billets, il les dépense, le boulanger reçoit de l'argent, le dépose à la banque transmet d'un compte à un autre, les salariés de ce
du moulin industriel, disons, vont être payés et ils vont pouvoir donc acheter du pain, du fromage, etc. Le système monétaire, dans ce cas-là, fonctionne naturellement et spontanément, grâce à la monnaie et aux règles comptables, la comptabilité en partie double. Tout fonctionne naturellement, spontanément. Il n'y a pas d'intervention du gouvernement, etc., etc. Il n'y a pas de dysfonctionnement, normalement, dans ce système qui fonctionne très, très, très bien. Et pourquoi? Parce qu'il y a une création de valeur. Lorsque le paysan de Böhmbawerk fabrique des fromages, lorsqu'il les vend, il y a une création de valeur et en même temps, comme dirait l'autre, il y a une création monétaire. Création monétaire et création de valeur vont ensemble, de pair. Si jamais la création monétaire, il peut y avoir des dysfonctionnements. Si la création monétaire est supérieure à la création de valeur, c'est-à-dire si le rapport M3 est supérieur au PIB en pourcentage, s'il dépasse une certaine limite critique, une valeur critique, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une création monétaire indue, qui n'est pas justifiée. Et cela correspond donc à une bulle monétaire qui est en fait très grave et qui est létale à terme. Donc la monnaie est le moyen de faciliter les échanges. Et l'argent établit les valeurs relatives entre tous les produits, les biens et les services. Donc le paysan de Böhmbawerk peut acheter du pain, il peut acheter des chaussures, il peut aller chez un médecin, etc., etc. Les salariés travaillent, donc tous les biens et les services sont établis en unité monétaire et c'est très facile de pouvoir multiplier dans ce cas-là les échanges. Et ça, tout s'est très bien passé, naturellement, spontanément. Une monnaie que l'on oublie généralement en France et puis dans la zone francophone, c'est le thaler, qui est une monnaie qui a eu cours en Europe centrale, dans ce que l'on a appelé le Saint-Empire romain germanique. En gros, donc, sans rentrer dans les détails, cet empire a été de géométrie variable pendant plusieurs siècles et en fait, une monnaie, cet empire a mis en circulation une monnaie qui s'appelle le thaler, qui s'appelait le thaler, et qui a été en circulation du début du XVIe siècle jusqu'à la moitié du XIXe siècle environ. Donc ça ne correspond, ce thaler ne correspond pas exactement à l'Empire romain germanique, mais en grande partie. Il y est associé. C'était la monnaie dominante dans le monde pendant plusieurs siècles, pendant presque 4 siècles. Pour ce qui concerne le paysan de Böhmbawerk, c'est un petit peu différent. En Suisse, donc je l'ai situé en Suisse, il y avait en circulation 860 monnaies différentes avant 1848. C'est-à-dire que dans chaque vallée, dans les villes plus ou moins importantes, toutes ces populations avaient leur propre monnaie. Et ça fonctionnait comme je viens de l'expliquer à propos du paysan de Böhmbawerk. Tout se passait bien, naturellement, spontanément. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a absolument aucun témoignage du début du fonctionnement de ce système. Mais on sait que ce système a fonctionné à partir d'un certain moment et il a très 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 bien fonctionné. Donc ça c'est de l'histoire ancienne, mais quelque chose, c'est très important parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est que la monnaie. Maintenant, que se passe-t-il? C'est normalisé, tous ces problèmes monétaires sont normalisés et cette masse monétaire, on l'appelle M3, elle est désignée par cette expression-là, M3. Et pourquoi? Parce qu'elle va organiser, elle va comprendre des agrégats monétaires. Donc ce sont des expressions que l'on utilise traditionnellement en la matière. Premier de ces agrégats monétaires, c'est l'agrégat M1, qui correspond au billet dont on vient de parler à propos du paysan de Böhmbawerk.
plus les encours sur les comptes courants des personnes physiques. Donc, petit à petit, surtout au XXe siècle, les gens ont pris l'habitude d'avoir un compte courant. Et maintenant, pour tout le monde, pratiquement, a un compte bancaire, un compte courant, au moins un compte courant dans au moins une banque. Donc, l'argent que l'on a, que les gens ont, que nous avons, se trouve sur des comptes courants bancaires, et cet argent plus les billets constitue ce qu'on appelle l'agrégat monétaire M1. C'est ce qui permet de payer à tout moment, toute chose, et donc les échanges sont de cette façon facilités. Deuxième agrégat, c'est l'agrégat monétaire M2-M1, qui correspond aux encours sur les comptes d'épargne des personnes physiques. C'est un concept particulièrement important parce que cela signifie que lorsque les gens épargnent, ils ont confiance en l'avenir, ils ont confiance dans le système bancaire. Donc c'est un concept qui est important. C'est la raison pour laquelle existe cet agrégat monétaire qui est surveillé bien précisément. Il donne, j'en donnerai un exemple tout à l'heure, il donne une image réelle du comportement des consommateurs d'une façon générale, de tous les agents économiques, des ménages, plus exactement, de ce qu'on appelle les ménages actuellement. Troisième agrégat monétaire, M3-M2, correspond à la trésorerie des entreprises. Les entreprises ont de l'argent, comme nous avons de l'argent sur notre compte bancaire, nous avons de l'argent en caisse. Les entreprises ont de l'argent en compte courant et c'est quelque chose qui est très 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 important également et qui est justement à la cause de très gros dysfonctionnements qui se sont produits. Ça a été donc la cause de la grande récession aux États-Unis. Et justement, à propos des États-Unis, j'ai représenté ici sur ce graphique l'évolution de ces trois agrégats monétaires depuis la fin des années 50 jusqu'à nos jours, jusqu'à actuellement, à partir des statistiques officielles. Qu'est-ce que l'on remarque ? L'agrégat monétaire M3-M2 s'arrête ici en 2006. Pourquoi ? Parce que la Fed a décidé de ne plus publier les données correspondant à cet agrégat. Pourquoi ? Parce que, on va le voir, il s'est produit un certain nombre de dysfonctionnements, en particulier à cause des banques. Les banques américaines, les banksters américains ne respectaient plus les règles prudentielles d'endettement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la masse monétaire a explosé. La masse monétaire a été plus importante que l'augmentation de la masse monétaire a été plus importante que l'augmentation de richesse, la création de valeur. Et c'est ce qui a provoqué cette crise que l'on connaît dans les années 2008, qui a été symbolisée par la faillite de la banque Lehman Brothers. Donc, pendant très longtemps, depuis le début des années 60 jusqu'en 1995 environ, les Américains ont épargné normalement, en quelque sorte, et cette épargne, M2-M1, doit fluctuer aux alentours de 40% du PIB. C'est la norme. Avant, à la fin des années 50, la situation était déjà difficile, était encore difficile pour les Américains. Ils épargnaient relativement peu. Leur épargne représentait 30% environ du PIB. Et par la suite, la situation s'est améliorée dans les années 60. Et ensuite, pendant plusieurs dizaines d'années, ce ratio est resté aux alentours de 40% du PIB. Pour ce qui concerne l'agrégat monétaire M1, les Américains avaient, à la fin des années 50, beaucoup d'argent
en billets dans leur portefeuille et sur leur compte bancaire, entre 25 et 30% du PIB. Ce ratio est tombé aux alentours de 10% au début des années 2000, et il remonte un petit peu parce qu'il était vraiment descendu trop bas. Pour ce qui concerne l'agrégat monétaire M3-M2, on va le voir maintenant. Donc, Ben Bernanke, qui a été nommé en tant que président de la Fed, la Banque centrale américaine, a été nommé effectivement pour mettre fin à cette création monétaire indue qui s'était développée à cause des banques. Et qu'ont-ils fait? Qu'ont fait les Américains? Ils ont flingué une banque, finalement, pour l'exemple, en disant nous avons encore des munitions, on ne va pas hésiter à détruire d'autres banques si vous ne respectez pas les règles prudentielles d'endettement, c'est-à-dire si vous ne faites pas tomber le multiple d'endettement en dessous de 10. Donc, ce que j'ai exposé dans une autre vidéo et dans d'autres articles. Donc, que s'est-il passé? Ben Bernanke n'a pas pu mettre en œuvre tout de suite ces mesures draconiennes parce que les banksters sont des gens très influents et ce n'est qu'au bout de 2 ans environ que la Fed a réussi avec le gouvernement américain, les autorités américaines, à mettre fin à cette bulle monétaire qui s'était développée. Cette bulle s'est dégonflée. Donc j'ai représenté en pointillé cette bulle que l'on voit très bien apparaître lorsque on reconstitue cet agrégat monétaire M3-M2. Donc j'ai réussi à retrouver presque tous les constituants de M3-M2, mais la Fed continue à refuser de publier une ou deux composantes, ce qui ne permet pas de déterminer avec certitude le niveau de cet agrégat, mais on en a de cette façon une idée bien précise représentée de cette façon. Cet agrégat monétaire M3-M2 est monté jusqu'à 36% du PIB, ce qui correspondait à une bulle monétaire de 2900 milliards de dollars. Donc 2900 milliards de dollars qui étaient en circulation aux alentours de 2006, en 2008, surtout en 2008, et cette bulle monétaire avait un potentiel létal absolument catastrophique. Il allait de l'intérêt de l'Amérique de faire éclater cette bulle monétaire de façon à pouvoir rétablir une situation normale, une croissance qui dure jusqu'à actuellement d'ailleurs. Donc on voit que cette bulle monétaire a été réduite et j'ai montré qu'à partir de l'exemple de Citigroup, par exemple, que les banques américaines ont respecté très rapidement, 1 an plus tard, cette règle prudentielle d'endettement. Dans la zone euro, que se passe-t-il? On voit cette bulle monétaire importée des États-Unis qui s'est développée donc, en 2009. Donc c'est cette pointe ici. Et comme les autorités monétaires de la zone euro n'ont rien fait pour obliger les banques à respecter ces règles prudentielles d'endettement, la création monétaire indue s'est développée et normalement la masse monétaire M3 ne devrait pas dépasser théoriquement 78% du PIB. Or actuellement on en est à 108%. Donc, c'est-à-dire que la masse monétaire en circulation dans la zone euro est supérieure au PIB. C'est absolument catastrophique. Et l'un des effets de cette hypertrophie monétaire est un ralentissement de la croissance économique. La croissance est très faible, presque 0, 1%, un petit peu plus de 1%. En France, en particulier, en Italie, c'est 0, en Allemagne aussi. Donc, et
il est important de voir également qu'avant la création de la création de l'eurosystème, la mise en circulation de l'euro, tous les pays qui constituent actuellement la zone euro avaient une masse monétaire M3 par rapport au PIB qui était inférieur à 70%. Donc c'était très bien, on n'avait pas de création monétaire létale du tout avant la création de la mise en service de l'euro. Et c'est l'euro qui a fait exploser cette masse monétaire parce qu'il n'y a plus aucun contrôle possible de la masse monétaire. Et ça, c'est très grave. Cette hypertrophie monétaire s'observe surtout dans l'agrégat monétaire M1. Cette bulle monétaire est de l'ordre de 3 900 milliards d'euros, 1000 milliards de plus qu'aux États-Unis lors de la grande récession. Si la masse monétaire dans la zone euro avait évolué comme elle a évolué aux États-Unis, on aurait dû avoir dans la zone euro une masse monétaire de 1680 milliards d'euros, alors qu'elle est de plus de 5500 milliards d'euros. Donc on a une hypertrophie monétaire de l'ordre de 4000 milliards d'euros. C'est absolument gigantesque, c'est énorme. Ça va éclater un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre. Et plus précisément, je rappelle que l'agrégat monétaire est constitué des comptes courants des personnes physiques. Donc là, j'ai pris les statistiques officielles de la BCE. Tout est en anglais, bien que l'Angleterre ne fasse pas partie, le Royaume-Uni ne fasse pas partie de la zone euro. Donc, ce sont les dépôts des ménages, household deposit. Et donc, les dépôts des ménages, c'est-à-dire les encours des comptes courants en français, représentent 36%, plus de 36% du PIB. Alors qu'aux États-Unis, les encours sur les comptes courants représentent de l'ordre de 10%. Donc une création monétaire absolument gigantesque. Les eurozonards, comme je les appelle, c'est-à-dire donc les personnes physiques qui se trouvent dans la zone euro, ont globalement beaucoup trop d'argent sur leur compte bancaire. Qu'en est-il plus précisément? Aucune étude n'a été faite à ce sujet. Je pense qu'il doit y avoir d'énormes différences entre les personnes qui sont très riches, qui déposent beaucoup d'argent, qui laissent beaucoup d'argent dormir sur leur compte courant, et puis beaucoup d'autres personnes qui, elles, n'ont plus d'argent à partir du 15 du mois. Donc on a une situation complètement absurde. C'est le désordre le plus total. Qu'en est-il de la planche à billets, la fameuse planche à billets? Ma foi, elle est importante, mais enfin, ce n'est pas ce qui est le plus grave. Les billets en circulation représentent environ 10% du PIB de la zone euro, alors qu'aux États-Unis, les billets en circulation aux États-Unis représentent environ 3,6% du PIB. Les Américains ont très peu de billets dans leur portefeuille. Ils ont de l'argent sur leur compte courant, mais pas beaucoup dans leur portefeuille. Donc la structure des agrégats monétaires dans la zone euro est la suivante. Les eurozonards avaient une épargne qui était normale avant 2006, aux alentours de 40%, et avec un pic donc, en 2009. Pourquoi? Parce que cette hypertrophie qui s'est développée, cette hypertrophie monétaire qui s'est développée dans la zone euro et qui a été importée des États-Unis,
a bénéficié en fait aux ménages, aux personnes physiques qui se trouvent dans la zone euro, qui en ont profité pour augmenter leur épargne. Et puis depuis l'éclatement de cette bulle, que se passe-t-il? Les personnes, les ménages ont de moins en moins d'argent pour épargner. Donc là, ce sont en quelque sorte on le voit très bien, les gilets jaunes, ils n'ont plus d'argent. Que se passe-t-il? Pour pouvoir vivre, ils désépargnent, ils diminuent leur épargne. Alors que paradoxalement, l'agrégat monétaire M1, lui, continue à augmenter. Il y a de plus en plus d'argent qui arrive sur les comptes bancaires. Pourquoi? Comme j'ai dit, ce n'est pas très simple de savoir exactement ce qu'il se passe. Il y a de grandes chances pour que les banques incitent leurs clients riches à emprunter de l'argent, si bien que trop d'argent circule. Il circule chez les gens qui ont déjà de l'argent. Et donc, on a une hypertrophie qui se développe. L'agrégat monétaire M3-M2, donc la trésorerie des entreprises, donne l'impression d'être à peu près normale. En fait, il doit y avoir ici aussi une hypertrophie monétaire, et d'autant plus que beaucoup d'entreprises profitent de la libre circulation des capitaux en Europe, dans l'espace CEPA, pour placer ces capitaux, en particulier en Suisse, dans des filiales en Suisse, dont la masse monétaire a également explosé, ce qui est un autre problème. Et donc l'agrégat monétaire M1, qui aurait dû baisser à 13% du PIB, est donc monté à 46%. Donc si la zone euro n'avait pas été créée, si les pays de la zone euro avaient pu garder leur monnaie, cet agrégat monétaire aurait pu évoluer comme cela s'est passé aux États-Unis pour ne représenter que 13%, et il n'y aurait pas eu cette hypertrophie monétaire. Au XIXe siècle, on s'intéressait beaucoup à la vitesse de circulation monétaire. C'est un concept que l'on n'utilise plus actuellement parce que c'est difficile à interpréter. Donc, pour les gens qui veulent s'intéresser à ce problème-là, la vitesse de circulation monétaire est revenue et a franchi le cap inférieur à 1, c'est-à-dire que la masse monétaire est supérieure au PIB depuis surtout 2008 environ. Donc ça a fluctué pendant plusieurs années aux alentours de 1 et puis maintenant ça continue à plonger. Ces agrégats monétaires, l'étude de ces agrégats monétaires est particulièrement importante parce que ça permet de comprendre ce qui se passe en temps réel, comme on dit en quelque sorte. Et c'est ce qui se passe en particulier aux États-Unis. Aux États-Unis, donc avant l'élection de Trump, les Américains n'avaient pas confiance dans leur gouvernement. Ils augmentaient de plus en plus leurs dépôts sur les comptes d'épargne. Et à partir du moment où le Donald a été élu, que se passe-t-il? Ils ont diminué l'augmentation de leur épargne. L'augmentation de l'épargne était montée aux alentours de 7% d'une année sur l'autre, et cette augmentation de l'épargne est tombée aux alentours de 2% en 2018. Et que s'est-il passé? Malheureusement, le Donald a voulu mener une guerre commerciale particulièrement dynamique contre, en particulier, la Chine, ce qui a fait peur à beaucoup d'Américains. Et que se passe-t-il? Ils ont augmenté leur épargne et ils continuent à augmenter leur épargne. Les Américains épargnent trop actuellement. C'est un problème qui est important parce qu'ils devraient dépenser davantage d'argent ce qui permettrait de dynamiser la production et donc la croissance du PIB. Donc,
les Américains épargnent trop parce que finalement, depuis que la guerre commerciale s'est intensifiée entre les États-Unis et le reste du monde, beaucoup d'Américains ont un petit peu peur de ces conséquences. Quelques conclusions à propos, à la suite de cet exposé sur cette revue sur l'argent, la monnaie. L'or n'est pas une monnaie. L'or, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui a un prix exprimé en valeur monétaire, c'est-à-dire en dollars, en euros, en yens, en yuan, en ce que vous voulez. Donc, c'est un métal qui a un prix, donc c'est un produit. Pendant très longtemps, pendant des siècles, beaucoup de gens étaient persuadés que l'or était la monnaie de référence, et malheureusement, beaucoup de gens continuent à faire cette erreur actuellement. Autre problème important, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits qui sont transmissibles, c'est-à-dire qu'une personne qui possède des bitcoins, par exemple, peut les transmettre à une autre personne, mais les bitcoins en question sont sans contrepartie réelle. Donc quand quelqu'un achète un bitcoin, qu'est-ce qu'il achète? Il achète rien, absolument rien, il n'y a aucune contrepartie réelle. Tandis qu'une monnaie, une véritable monnaie, a pour contrepartie les biens et les services qui sont produits dans une nation. Quand c'est quelque chose qui devrait être évident, hein, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et on le voit très bien, par exemple, en ce moment, au Liban. La monnaie nationale, la livre libanaise, s'effondre. Pourquoi ? Parce que le Liban ne produit pratiquement rien, la création de valeur au Liban est pratiquement nulle, et que se passe-t-il ? La masse monétaire est hypertrophiée. Donc les gens n'ont plus confiance dans la monnaie locale, dans la livre libanaise, et ils ont confiance en quelle monnaie ? Eh bien, dans le dollar. Qu'est-ce qu'ils volent ? Ils volent des dollars. Pourquoi ? Parce que le dollar a pour contrepartie des biens et des services qui sont produits aux États-Unis, et là, c'est sérieux. Pourquoi ? Parce que les règles de bonne gestion sont respectées et l'argent est sain. C'est le premier pilier des Reaganomics, comme je l'ai dit au début de cet exposé. Il suffit tout simplement de respecter les règles de bonne gestion, les règles comptables, les règles prudentielles d'endettement, etc., etc. Il y a un certain nombre de règles à respecter. Si ces règles sont respectées, tout fonctionne normalement, spontanément et librement. Et les monnaies la monnaie d'une nation qui est dominante, historiquement, il s'est toujours produit certaines nations sont devenues dominantes dans le monde, et dans ce cas-là, que se passe-t-il ? Leur monnaie devient également une référence mondiale. C'est ce qui s'était passé avec le thaler de l'Empire du Saint-Empire romain germanique pendant plus de 4 siècles, et c'est ce qui se passe avec le dollar américain. Donc le dollar américain est actuellement la monnaie mondiale de référence. Comme je l'ai dit, c'est le cas donc, au Liban, c'est le cas également dans d'autres pays comme l'Argentine, le Chili, etc., où la monnaie, l'argent n'est plus fiable. Il y a une explosion, une hypertrophie monétaire. Dans ce cas-là, les gens n'ont plus confiance dans une monnaie. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont confiance dans une monnaie stable, une monnaie qui est une monnaie de référence mondiale, et c'est la conclusion de cette réflexion sur les problèmes monétaires fait que les Américains en ont tiré la conclusion. Le 15 août 1971, ils ont supprimé la référence du dollar à l'or, et depuis cette date historique, toutes les monnaies dans le monde sont définies les unes par rapport aux autres, et elles sont définies par les marchés. Et les monnaies varient. Donc chaque nation doit avoir sa monnaie, et ces monnaies varient selon les marchés.
par les marchés naturellement, spontanément. Au passage, évidemment, la zone euro est une aberration. Bon, ça se terminera mal. Ce sera l'objet d'autres articles, d'autres réflexions à ce sujet. Voilà ce qu'il fallait savoir pour l'essentiel au sujet de ces monnaies. Et donc, j'ai traité ces problèmes dans d'autres articles sur mon site que l'on peut consulter. Donc, les choses sont un petit peu plus compliquées quand même quand on veut chercher un petit peu plus précisément ce qu'il en est. Voilà, je vous remercie.